Il a traversé les époques, les rébellions et les alliances troubles. Rebelle, soldat de Muammar Kadhafi, négociateur puis chef de guerre islamiste, Iyad Agali est un homme aux multiples visages, insaisissable, redouté et respecté à la fois. Qui est réellement cet homme dont le simple nom fait trembler les capitales du Sahel et inquiète les puissances occidentales? Comment un poète et amateur de musique est-il devenu l'un des chefs djihadistes les plus puissants d'Afrique? L'histoire de Iyad Agali commence loin du djihadisme, au cœur du désert malien. Comme beaucoup de Touaregs, il fuit la sécheresse des années 1970 et trouve refuge en Libye sous la bannière de Muammar Kadhafi. Là, il devient un soldat, un stratège, un homme de guerre. Il combat au Liban, aux côtés de l'OLP, affronte les troupes israéliennes et participe au conflit du Tchad. Mais très vite, il tourne son regard vers son propre pays, le Mali. Iyad Agali, la maison du chef d'Ansar Dine, ex-militaire et ex-figure des rébellions Touareg des années 90 au Mali, a été détruite. En 1990, il déclenche la rébellion Touareg, défiant l'État malien avec ses guerrieros. Puis, coup de théâtre, il signe un accord de paix et se range du côté du pouvoir. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de l'une des figures les plus énigmatiques du djihadisme sahélien. Nous, notre combat, c'est au nom de l'islam, c'est pas arabe ou touareg, noir ou blanc, c'est au nom de l'islam. Ouais. Et notre guerre, c'est une guerre sainte, c'est une guerre légale, au nom de l'islam. Nous sommes contre les rébellions, nous sommes contre l'indépendance, ces imbécilités d'indépendance. Nous sommes contre toutes les révolutions qui ne sont pas au nom de l'islam, nous sommes contre. Et on est venu pour pratiquer l'islam au nom d'Allah. On a reçu des membres d'Ansar Dine, on a beaucoup discuté avec eux et ils ont fait savoir qu'ils ne sont pas là pour la division du pays, mais plutôt pour l'application de la charia, c'est-à-dire la loi. Voici l'histoire de l'homme qui tient le Sahel sous son emprise, Iyad Agali. Le Mali a été un État stable et pacifique et présenté comme un brillant exemple de démocratisation réussie dans l'Afrique post-coloniale. La crise actuelle au Mali est une équation compliquée, comprenant de griefs persistants et fondamentaux de la part de divers groupes ethniques. L'un de ces groupes étant les Touaregs, le peuple semi-nomade qui vit au nord du Mali, mais aussi au Niger, Burkina Faso et en Algérie et Libye. Ils ne représentent pas plus de 10% de la population du Mali. Les Touaregs ont eu un historique de lutte depuis l'indépendance du Mali en 1960. Le Mali, dans son histoire, a subi une série de rébellions Touaregs, résultat d'une lutte pour une plus grande autonomie afin de préserver les modes de vie traditionnels Touaregs. 6 révoltes et rébellions armées à dominante Touareg se manifestent depuis celle de 1916 jusqu'à la dernière en date en 2012. L'époque 1963-1964 marque une rébellion qui, mal préparée, recèle un caractère épidermique et racial, où certains, chefs de tribus arabo-berbères au phénotype et au leucoderme méditerranéen refusent d'être commandés par des Noirs. Elle se déroule dans un Mali indépendant depuis le 22 septembre 1960 où l'État est en construction. Elle apparaît lors de la création de l'Organisation commune des régions sahariennes OCRS. Perçue comme une tentative de conserver le Sahara en le séparant de l'Algérie au moment où l'on découvre l'existence de pétrole dans la région de Ouargla, Algérie est dans un contexte où les États algériens et maliens se réclament d'une orientation socialiste, dénoncent l'initiative et refusent de l'intégrer. L'armée malienne bien motivée est maintenant bien équipée, avec de nouvelles armes soviétiques a mené de vigoureuses opérations. À la fin de 1964, les méthodes du gouvernement avaient écrasé la rébellion. Cela a placé les régions nordiques peuplées de Touaregs sous une administration militaire répressive. Beaucoup de Touaregs du Mali ont fui en tant que réfugiés dans les pays voisins. Alors que le gouvernement avait réussi à mettre fin à la rébellion, ces mesures coercitives ont aliéné de nombreux Touaregs qui n'avaient pas soutenu les insurgés. Les atrocités et les violations des droits de l'homme des deux côtés ont contribué à créer un climat de peur et de méfiance dans le Nord. Et alors que le gouvernement a annoncé par la suite un certain nombre de programmes visant à améliorer l'infrastructure locale et les opportunités économiques,
il manquait des ressources pour assurer le suivi de la plupart d'entre eux. En conséquence, les griefs Touaregs sont restés en grande partie déconsidérés et un ressentiment bouillonnant a continué dans de nombreuses communautés Touaregs après 1964. Pour nous, la révolution, c'est seulement une révolution qui puisse apporter les changements dans notre pays et pour notre peuple, eu égard aux souffrances qu'il subit. Ce n'est ni le communisme ni le socialisme. Clairement, le problème de l'instabilité dans le nord du Mali avait simplement été rapporté, mais pas résolu. Yad Agali, né en 1958, il voit le jour à Bokassa, au cœur de la région de Kidal, bastion des Touaregs. Il appartient à la prestigieuse tribu des Ifogas, mais son destin sera marqué dès son plus jeune âge par le sang et la trahison. Son père, Gali Ag Babakar, est accusé par ses propres frères d'armes de collaboration avec l'État malien. En pleine rébellion Touareg de 1962, il est exécuté sans pitié. Un enfant vient ainsi de perdre son père, non dans un combat contre l'ennemi, mais dans un règlement de comptes entre les siens. Cette tragédie façonne son regard sur le monde. Yad Agali grandit dans les sables brûlants d'Abbé Bara et poursuit une scolarité erratique à Tinesako, mais son cœur appartient déjà à une autre école, celle du désert, de la révolte et de la guerre. En 1969, une sécheresse d'une brutalité inouïe frappe le Mali, transformant les campements en terre morte. Les troupeaux périssent, les réserves s'épuisent et la famine s'installe. Les Touaregs, peuple fier et libre, sont contraints à l'exil. En 1973, alors que le pays s'effondre sous la rudesse du climat, Yad Agali quitte le Mali, un adolescent au regard déterminé, prêt à embrasser un destin dont il ne mesure pas encore l'ampleur. Il part en Algérie puis en Libye, où il découvre un homme qui changera le cours de son existence, Mouammar Kadhafi. En 1975, Yad Agali intègre la Légion islamique du guide de la Révolution. Ce n'est plus un simple réfugié, il devient un soldat, façonné par une idéologie panafricaine teintée d'islamisme. On lui apprend à manier les armes, à comprendre les stratégies militaires, à embrasser une cause plus grande que lui. Mais la Libye n'est qu'une étape. L'appel du combat le pousse encore plus loin. En 1982, Yad Agali foule le sol du Liban, où il se joint à la lutte de l'Organisation de libération de la Palestine. Il affronte les redoutables phalanges chrétiennes et l'armée israélienne dans les rues dévastées de Beyrouth. Il voit la ville tomber sous les bombardements. Il entend le fracas des obus. Il respire l'odeur de la poudre et du sang. Le 30 août, alors que les troupes israéliennes encerclent la capitale, il est évacué aux côtés d'un homme dont le nom est gravé dans l'histoire, Yasser Arafat. Mais la guerre ne le quitte jamais. En 1983, il est envoyé au Tchad, un autre front de la politique expansionniste libyenne. Là, sous un soleil de plomb, il combat pour Kadhafi avant de regagner la Libye en 1984. L'expérience qu'il y accumule est précieuse. Yad Agali n'est plus un simple combattant. Il devient un stratège, un meneur d'hommes. De 1985 à 1990, il prépare l'un des soulèvements les plus marquants de l'histoire du Mali. Il fonde en 1988 le mouvement populaire de libération de l'Azawad, MPLA, avec des armes fournies par la Libye et une logistique organisée en Algérie. Il rêve d'un Azawad libre, un territoire affranchi du joug de la capitale malienne, Bamako. Mais son combat ne se limite pas aux dunes du sable. Il est aussi un homme de l'ombre, un habile négociateur. À Paris, dans des cafés discrets du 11e arrondissement, il tient des réunions clandestines, cherchant des soutiens, bâtissant des alliances. Yad Agali n'est plus cet enfant qui a vu son père mourir dans le désert. Il est devenu une figure insaisissable, un homme dont le nom suscite à la fois le respect et terreur. Dans la nuit du 28 au 29 juin 1990,
Yad Agali donne le signal. En une fraction de seconde, le poste de gendarmerie de Menaka devient un champ de bataille éclairé par les flammes et les rafales de Kalashnikov. Pris au dépourvu, les gendarmes maliens n'ont aucune chance. Le combat est bref, brutal. Plusieurs soldats tombent sous les balles, tandis que les assaillants disciplinés et rapides ne comptent qu'un seul blessé. Quand le silence retombe, le poste n'est plus qu'un amas de ruines fumantes. L'arsenal militaire a changé de main et surtout l'histoire vient de basculer. La rébellion Touareg de 1990-96 vient de naître. Mais pour Yad Agali, ce n'est que le début. Entre juillet 1990 et janvier 1991, il orchestre une série d'attaques audacieuses contre les forces maliennes, frappant des points stratégiques. Chaque opération est une démonstration de force. Le désert devient son terrain de jeu, son arme, une étendue infinie où il dicte les règles. En réponse, le régime de Bamako riposte. En août 1990, l'armée malienne lance une offensive sur l'Adrar Tigargar, massif rocheux devenu le sanctuaire des insurgés. Mais c'est un désastre. L'armée recule. La situation devient intenable. Face à l'enlisement du conflit, les négociations s'imposent. En décembre 1990, sous la pression internationale et la médiation algérienne, un dialogue s'ouvre entre les rebelles et le gouvernement malien. Le 6 janvier 1991, un événement historique s'est produit. Yad Agali paraphe les accords de Tamanrasset. Ainsi se le fait proclamer, offrant un espoir de paix. Mais dans l'ombre, une autre guerre couvre, plus sournoise, plus pernicieuse, celle des rivalités internes. Le mouvement populaire de l'Azawad MPA, désormais vitrine de la rébellion, commence à se fissurer. L'unité des Touaregs vole en éclats. Beaucoup accusent Yad Agali et son cercle de monopoliser le pouvoir, d'imposer la domination des Ifokas au détriment des autres tribus. Certains refusent un accord qui, à leurs yeux, trahit la cause de l'Azawad. En réponse, la fracture devient irréversible. Les Chamanama font sécession et créent le Front populaire de libération de l'Azawad, FPLA. Les Imgad, eux, fondent leur propre groupe armé, l'armée révolutionnaire de libération de l'Azawad, ARLA. Pour nous, la révolution, c'est seulement une révolution qui puisse apporter les changements dans notre pays et pour notre peuple, eu égard aux souffrances qu'il subit. Ce n'est ni le communisme ni le socialisme. Yad Agali, le chef charismatique, se retrouve confronté à un dilemme terrible. Le combat contre Bamako pourrait bien être plus simple que celui contre ses propres frères. Ainsi, ce qui devait être le début d'un rêve d'indépendance devient un cauchemar de division et de trahison. Le 11 avril 1992, une scène inédite se joue dans l'histoire tourmentée de l'Azawad. 4 groupes rebelles jadis ennemis s'unissent sous une bannière commune, les mouvements et fronts unifiés de l'Azawad. Ce jour-là, Yad Agali, figure incontournable du conflit, appose sa signature sur le pacte national avec Bamako. L'homme de guerre devient un homme de compromis. Mais derrière ce geste, une réalité plus complexe se dessine. Le MPA, son mouvement, est à la fois le plus modéré et le plus influent des factions Touareg. Son pouvoir repose sur une double stratégie: maintenir une trêve fragile avec l'État malien tout en consolidant son emprise sur les territoires du Nord. Yad Agali ne renonce pas à son influence, il la redéfinit. Mais le désert ne connaît pas de paix durable. En 1993, les plaies de la rébellion sont encore béantes. Une fracture se creuse entre les Ifokas, restés fidèles au MPA, et les Imgad de l'Arla, qui refusent la main tendue à Bamako. La tension explose quand l'Arla kidnappe Intala Atahia, la Menokal, chef traditionnel des Ifokas. Un affront impardonnable. Yad Agali réagit immédiatement. Il mobilise ses troupes, lance une contre-offensive foudroyante et expulse l'Arla de l'Adrar Tigargar et de la région de Kidal. Il n'a peut-être plus la légitimité d'un chef de guerre, mais il impose encore sa loi. Personne ne contestera son autorité sans en payer le prix. Cette même année, il prend un virage stratégique. Plutôt que de se battre dans les dunes, il rassemble ses alliés à Goussi dans une assemblée où se dessinent les priorités de l'après-guerre. Pendant 2 ans, il supervise la réinsertion de ses combattants au sein des institutions maliennes et de l'économie locale. Mais Yad Agali n'est pas un simple médiateur. Il sait que le pouvoir ne se limite pas aux armes.
Il diversifie ses rôles. Il dirige brièvement l'hebdomadaire Amawal et devient conseiller du président Alpha Omar Konaré. Le 26 mars 1996, une cérémonie unique en son genre se tient à Tombouctou. Devant une foule médusée, 3000 armes sont jetées dans un immense brasier. C'est la flamme de la paix. L'image est forte, symbolique, presque irréelle. Le MPA est officiellement dissous. Il divorce de sa première épouse, mère de ses 2 enfants, et se remarie avec une ancienne combattante rebelle, d'elle-même divorcée, d'El Hadj Gamou, l'un de ses anciens adversaires à la tête de l'Arla. Le couple s'installe à Kidal, où Yad Agali se rapproche d'une influence nouvelle et puissante. La Jamaat al-Tabligh, un mouvement de prédication rigoriste. À travers ses contacts, il découvre un islam plus radical, plus structuré, plus exigeant. 2 ans plus tard, en 1998, il rejoint officiellement la Dawa, une mouvance islamiste conservatrice. Dès lors, sa trajectoire ne cesse de s'assombrir. En 1998 et 2000, Yad Agali voyage sans relâche. Mali, Afrique de l'Ouest, Pakistan. Il participe à des missions religieuses, absorbe de nouvelles idéologies, se forge un réseau, un savoir et une vision du monde en mutation. Pourtant, au début des années 2000, il se distingue encore des mouvements djihadistes. Il adopte un fondamentalisme religieux strict, mais refuse le terrorisme et les attentats suicides. Son influence cependant grandit dans le nord Mali et le gouvernement malien voit en lui un intermédiaire précieux. En 2003, une affaire met en lumière son rôle ambigu. Des djihadistes du groupe salafiste pour la prédication et le combat, GSPC, enlèvent des touristes occidentaux en Algérie avant de les transférer au nord du Mali. À la tête de cette prise d'otage, Mokhtar Belmokhtar et Abou Zaid, figures du terrorisme sahélien. Le gouvernement malien dépassé mandate Yad Agali pour négocier leur libération. Après de longues tractations, un accord est conclu. Le 18 août 2003, les otages sont libérés contre une rançon de 5 millions d'euros. Officiellement, Yad Agali est l'homme qui a permis une issue pacifique. Officieusement, il a désormais un pied dans l'univers opaque des groupes armés islamistes. Le pacte national signé en 1992 n'a pas tenu ses promesses. Dans le nord du Mali, la frustration monte. Les Touaregs lassés des engagements non respectés de Bamako reprennent les armes. Le 23 mai 2006, une nouvelle révolte éclate. Yad Agali, figure incontournable des précédents soulèvements, refait surface. Cette fois, il cofonde l'Alliance démocratique du 23 mai pour le changement ADC aux côtés d'Ibrahim Agbaganga et bien d'autres acteurs. À sa tête, Yad Agali devient secrétaire général. Mais le combat est de courte durée. Moins de 2 mois plus tard, le 4 juin 2006, les accords d'Alger mettent fin aux hostilités. Officiellement, un nouveau processus de paix est lancé. Alors que le Mali fait face à une 3e rébellion Touareg entre 2007 et 2009, Yad Agali, lui, s'éloigne du terrain des combats. Le 21 novembre 2007, il est nommé conseiller consulaire du Mali à Djeddah, en Arabie Saoudite. Une mission diplomatique, peut-être. Mais c'est surtout une opportunité pour lui de se rapprocher des lieux saints de l'islam. Chaque vendredi, il se rend à la Mecque pour la grande prière. Mais ce départ de Djeddah suscite des soupçons. Les autorités saoudiennes commencent à le surveiller et le suspectent de maintenir des contacts avec Al-Qaïda, dont l'influence ne cesse de grandir au Sahel. En 2010, il y a tranche, Yad Agali est expulsé. L'homme part alors en France, accompagné de son épouse. Pendant un temps, il mène une vie discrète à Paris, fréquentant assidûment une mosquée du 8e arrondissement, mais il ne tarde pas à retourner au Mali. Et son retour ne passe pas inaperçu. Puis après, le gouvernement malien sollicite à nouveau ses talents de négociateur. Cette fois, l'enjeu est de taille. Obtenir la libération de 4 employés français d'Areva, enlevés à Arlit par Agni, ainsi que celle de Pierre Kamat, un autre otage français. Yad Agali, autrefois chef de rébellion, se retrouve désormais en première ligne des négociations avec les djihadistes. Un jeu dangereux aux ramifications encore floues. Joue-t-il encore pour Bamako ou est-il en train de changer de camp? Nous sommes en 2011. La chute de Muammar Kadhafi plonge la Libye dans le chaos. Dans le tumulte, des centaines de combattants Touaregs, aguerris et lourdement armés, quittent le désert libyen pour rejoindre leur terre natale.
le Mali. Mais ne rentrent pas en simple exilés. Ils reviennent avec une ambition brûlante, libérer l'Azawad. À la fin de l'année, le mouvement national pour la libération de l'Azawad MNLA voit le jour. Son objectif est clair, arracher l'indépendance du nord du Mali. Dans l'ombre, une figure controversée observe et attend son air, Yad Agali. Lui aussi veut prendre les rênes de la rébellion. Mais lorsqu'il revendique le commandement, il se heurte à une opposition ferme. Trop proche de l'Algérie, trop teinté d'islamisme, il est écarté au profil de Bilal Al-Sherif, choisi comme secrétaire général de Mohamed Al-Najim, ex-colonel de l'armée libyenne, désigné chef militaire. Quelques jours plus tard, à Abey Bara, un autre affront le frappe. Il tente de succéder à Intala Ag-Atahi, l'aménocal, chef traditionnel des Ifogas, mais la tribu lui tourne le dos. Son fils, El-Ghabaz Ag-Intala, lui est préféré. Pour Yad Agali, ses rejets sont un signal. Si la voie indépendantiste lui est fermée, une autre s'ouvre devant lui, celle du djihad. Rejeté par les siens, il se rapproche de son neveu, Abdelkrim Al-Targhi, chef d'une katiba d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Son offre est simple. Son engagement est celui de ses hommes en échange d'un soutien solide. Abdelmalek Drokdel, l'émir d'AQMI, voit immédiatement l'opportunité. Plutôt que d'intégrer Yad Agali directement, il lui souffle une idée plus subtile. Créer un mouvement islamiste local. Une façade plus acceptable pour leur projet. Ainsi naît Amsardine, un groupe qui va bouleverser le destin du Mali. Lorsque la rébellion éclate en 2012, le MNLA remporte ses premières victoires et proclame l'indépendance de l'Azawad. Mais l'illusion est de courte durée. Les djihadistes plus organisés et mieux financés ne tardent pas à supplanter les indépendantistes. Aminaka le Menala est chassé par le Moujao, mouvement pour l'unicité, et le djihad en Afrique de l'Ouest. Nous, notre combat, c'est au nom de l'islam, c'est pas arabe ou touareg, noir ou blanc, c'est au nom de l'islam. Et notre guerre, c'est une guerre sainte, c'est une guerre légale, au nom de l'islam. Nous sommes contre les rébellions, nous sommes contre l'indépendance, ces imbécilités d'indépendance. Nous sommes contre toutes les révolutions qui ne sont pas au nom de l'islam, nous sommes contre. Et on est venu pour pratiquer l'islam au nom d'Allah. On a reçu des membres d'Amsardine, on a beaucoup discuté avec eux et ils nous ont fait savoir qu'ils ne sont pas là pour la division du pays, mais plutôt pour l'application de la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Ils ont commencé à demander aux filles vraiment de s'habiller correctement, aux gens de partir à la mosquée, d'appliquer réellement ce que l'islam dit, quoi. Ils ont demandé aux chrétiens vraiment bon, ils peuvent pratiquer les religions, mais tout en restant dans des églises. Des bars ont été brûlés dans la ville. Vraiment, on est dans l'incertitude, on ne comprend plus rien. En quelques mois, tout le nord bascule. Tombouctou, Gao, Kidal, chaque ville tombe sous la coupe des djihadistes. Amsardine impose sa loi à Kidal, partage Tombouctou avec AQMI, tandis que Moujao domine Gao. Vendredi dernier, le mouvement national de libération de l'Azawad a lancé une vaste offensive dans la région de Gao contre le Moujao, allié d'Al-Qaïda. De très violents combats ont eu lieu entre les deux groupes, combats qui se sont soldés par des blessés et des morts. Mais le bilan de ces affrontements reste incertain. Si pour certaines sources le Moujao a tué plusieurs membres des forces du MNLA, le MNLA lui-même affirme avoir tué plus d'une cinquantaine de membres du Moujao. Une bataille des chiffres qui se poursuit encore aujourd'hui. Le rêve de l'Azawad indépendant s'effondre. À sa place, un cauchemar djihadiste s'installe. Mais Yad Agali n'est pas seulement un chef de guerre, il devient l'architecte de la terreur. En janvier 2012, ces hommes attaquent Aguelok. Ce qui suit est un carnage. Exécution sommaire, torture, un massacre qui marque le début de son règne de sang. En janvier 2013, les djihadistes lancent une offensive sur le sud du Mali, dont Yad Agali est le principal instigateur. Le 9 janvier, il dirige l'assaut sur la ville de Kona qui est conquise. Cependant, cette attaque entraîne dès le lendemain une intervention militaire de l'armée française, appuyée par plusieurs pays africains. Face à cette riposte, les djihadistes d'Amsardine et d'AQMI abandonnent Kona, ainsi que Tombouctou et Kidal, et se replient vers l'Adrar Tigargar dans l'Adrar des Ivogas. Après les bombardements, les colonnes de blindés de l'armée française progressent vers le nord du Mali,
Objectif, chasser les combattants islamistes qui contrôlent toute la partie nord du pays et protéger les intérêts des entreprises françaises dans toute la région du Sahel. Jusqu'à présent, nous avions fait en sorte qu'il y ait quelques forces terrestres à Bamako pour sécuriser d'abord nos populations, nos ressortissants, les ressortissants européens, et sécuriser aussi la ville de Bamako. Là maintenant, les forces terrestres françaises sont en train de remonter vers le nord. Cette nuit, des combats ont éclaté près de la ville de Konna, au centre du pays. Selon l'armée malienne, 6 islamistes ont été tués. Avec l'inversion du rapport de force, de nombreux combattants quittent Amsardine et fondent dès fin janvier le mouvement islamique de l'Azawad, MIA, qui quelques mois plus tard intègre le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Al-Habaz Al-Intala et Cheikh Al-Aoussa prennent la tête du groupe, mais ils sont soupçonnés, malgré leur dénégation, d'entretenir des liens avec Yad Agali. Le 27 janvier 2013, l'aviation française bombarde et détruit la maison d'Yad Agali à Kidal. Iyad Agali, la maison du chef Don Sardiné, ex-militaire et ex-figure des rébellions Touareg des années 90 au Mali, a été détruite. Les troupes françaises et maliennes poursuivent également la prise de contrôle de Gao. La plus importante ville du nord du Mali, située à 1200 km au nord-est de Bamako, est tombée hier au cours d'une opération de l'armée française. Des membres des forces spéciales bénéficiant d'un appui aérien se sont d'abord emparés de l'aéroport et d'un pont stratégique. Puis des soldats africains sont venus par avion du Niger voisin jusqu'à Gao, où ils sont chargés maintenant de patrouiller dans la ville. Par la suite, un attentat contre Yad Agali est planifié à Tamarasset, en Algérie. 2 faux médecins sont envoyés pour l'éliminer, mais il est déplacé dans une autre chambre au dernier moment, ce qui fait échouer l'opération. Le 30 octobre 2016, l'imam Mahmoud Dicko, président du Haut Conseil islamique, déclare avoir reçu, après 8 mois de discussion, une lettre d'Yad Agali, dans laquelle ce dernier annonce l'arrêt des attaques sur toute l'étendue du territoire. Cependant, Amsardine dément cette déclaration le 2 novembre. Le 2 mars 2017, plusieurs groupes djihadistes d'Afrique de l'Ouest annoncent leur fusion au sein du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Yad Agali, Jamel Okasha, Amadou Koufa, Abu Hassan El Ansari et Abu Abdurrahman El Sanhaji apparaissent ensemble dans une vidéo où ils officialisent leur rassemblement sous une seule structure et prêtent allégeance à Ayman El-Zawahiri, l'émir d'Al-Qaïda, à Abdelmalek Drokdel, l'émir d'Aqmi, et à Abey Batoula, l'émir des talibans. Yad Agali est désigné comme chef de ce mouvement. L'État islamique au Grand Sahara veut marquer les esprits avec cette vidéo de propagande publiée lundi soir. Une démonstration de force à travers une mise en scène soignée. On y voit plusieurs centaines de combattants rassemblés fin novembre, vraisemblablement, aux confins du Mali, du Burkina et du Niger. Jamais ils n'ont été aussi nombreux depuis la création de la branche sahélienne du groupe djihadiste. L'année 2020 marque un tournant dans la guerre du Sahel, une époque où les alliances et les trahisons se tissent dans l'ombre. Après plusieurs années de coexistence apparente, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM et l'État islamique dans le Grand Sahara se retrouvent plongés dans un conflit brutal. En mai de cette année-là, un coup de tonnerre frappe. El-Naba, la voix de l'État islamique, désigne Yad Agali et Amadou Koufa comme des apostats, les accusant d'avoir trahi leur cause en entamant des négociations avec le gouvernement du Mali. La guerre devient alors une guerre idéologique, une bataille pour l'âme du djihad au Sahel. Le 23 janvier 2023, une scène se joue dans l'ombre de Ménaka, région alors en proie à des affrontements sanglants entre les deux groupes. Al-Zalaka, la propagande des GESIM, dévoile des photographies surprenantes de Gali entourés de notables Touareg, tous lui prêtant allégeance. Une réunion cruciale aurait eu lieu près d'Inekar, dans un contexte de guerre acharnée contre l'État islamique dans le Grand Sahel. Ce soutien local semble sceller la solidité de son emprise sur la région. Lors d'une rencontre discrète, Yad Agali échangerait avec des représentants du cadre stratégique permanent, CSP et de la coordination des mouvements de l'Azawad Sema. Parmi les invités, Al-Gabès Al-Intala, figure clé, est présent et des rumeurs évoquent la présence de Mohamed Al-Intala et du général El-Haj Gamou, bien que leur présence soit contestée. Ce pacte de non-agression signé entre les GESIM et le groupe armé du Nord semble annoncer une union contre l'État islamique, un ennemi commun qui menace de tout engloutir sur son passage. Mais la guerre est sans pitié. Alors qu'il est sur le terrain, en première ligne pour encourager ses troupes,
Yad Agali échappe de peu à la mort lors d'un affrontement violent avec l'État islamique au début de l'année 2023. Un autre témoignage de la violence qui frappe ce Sahel, où chaque rencontre, chaque alliance, chaque trahison peut changer le destin d'un homme et d'une région. Le maître du désert, Yad Agali, toujours plus insaisissable, continue de jouer sa partie à la frontière entre la vie et la mort, entre la guerre et la paix. C'est la fin de notre vidéo, merci et à la prochaine.